Donc ce sera en français, oui, mais j'ai pas mal de citations en anglais aussi quand même pour varier les plaisirs. Je vais commencer en faisant référence au week-end dernier où je travaillais à cette communication. Et pendant que je travaillais, à un moment où je consultais mon compte Twitter pour les biens de ce travail, est apparue sur mon fil d'actualité une série de photos intrigantes pour moi, sûrement pas pour vous, publiées par la maison de disques écossaise Chemical Underground, sur laquelle porte en grande partie ma recherche actuelle. Les photos présentaient une réunion unique de plusieurs musiciens majeurs liés à l'histoire du label, parmi lesquels Alex Kapranos de Franz Ferdinand ou Stuart Braithwaite de Mogwai, laissant présager un concert au caractère exceptionnel dans un cadre pourtant en apparence très intimiste. Rien ne l'avait annoncé, aucun des musiciens n'en avait fait mention publiquement sur les réseaux sociaux qu'ils utilisent pourtant amplement. Petit indice, la référence à ce Moron, voire même en haut, #Moron. Moron, Morbihan, 3467 habitants. Une recherche rapide me permit alors d'apprendre par la presse locale du pays de Pleurmel le contexte de ces retrouvailles de figures clés de la scène de Glasgow, en Écosse, avec cette commune du Morbihan, à savoir le tournage d'un documentaire, là où s'était tenue 18 ans auparavant l'édition toute écossaise d'un festival local. Donc on se retrouvait donc avec Glasgow chez Momo. Chez Momo à Moron. Le choix du lieu des retrouvailles et notamment le #Moron comme marqueur public de l'événement est à mon sens un excellent exemple du rôle que peuvent jouer les médias sociaux dans la communication d'un attachement translocal, tout particulièrement dans le cas de la musique dont la territorialité se définit souvent comme saine. Aux yeux de la fan que je suis, le temps d'un week-end, c'est la scène indépendante de Glasgow qui s'est reterritorialisée par le biais de Twitter dans la campagne bretonne. Mon projet de recherche actuel vise à étudier les représentations de la ville de Glasgow, en Écosse, qui sont véhiculées ou construites par sa scène musicale rock indépendante, notamment par le biais des médias, anciens et nouveaux. Et en outre, il s'agit pour moi d'intégrer le point de vue des auditeurs, des fans, en rassemblant les récits personnels de leur propre rapport à la ville, qu'ils en aient une connaissance directe ou non. Et je parlerai donc ici non pas directement d'écoute, mais plutôt de la sociabilité qui accompagne l'écoute, plus particulièrement d'une sociabilité de passionnés dans le contexte de l'Internet dynamique et participatif. On sait à quel point les métaphores spatiales régissent tout le lexème de l'Internet depuis ses premiers pas. On comprend sans difficulté donc pourquoi, avec le Web 2.0, l'image de ce cyberespace semble bien être celle d'un lieu idéal d'expression et d'enracinement des cultures fans. Ainsi, pour Henry Jenkins, le cyberespace expose au grand jour la condition de fan. Ce qui m'intéresse ici, c'est précisément la question de cet espace dit virtuel et de son rapport avec les lieux musicaux qui s'y trouvent représentés. Glasgow est une ville à l'identité musicale forte et incontestée, mais encore peu étudiée. Peut-être est-ce parce qu'elle ne semble pas jouir de ce statut de ville culte, assigné à d'autres au passé musical marquant, comme Liverpool ou Manchester, pour rester en Grande-Bretagne. Je ne parle pas de Memphis, Nashville, la Nouvelle-Orléans ou Détroit et d'autres. Et pourtant, Glasgow est bien une ville musicale, si on en croit l'UNESCO, qui lui a attribué en 2008 le statut de ville créative de la musique. Par ailleurs, depuis l'été 2015, une petite entreprise privée locale se consacre à l'organisation de visites guidées à thématique musicale, les premières du genre à Glasgow. La ville est donc bien en train de prendre conscience des possibles ressorts touristiques et commerciaux de son attractivité musicale. Alors on pourrait citer un très grand nombre de musiciens phares de la scène de Glasgow, tous genres confondus, du post-punk de Orange Juice au tournant des années 80, à l'électro-hip-hop de Hudson Mohawk, en passant par la jungle pop de Teenage Fan Club, le noise rock de Jesus and Mary Chain, les DJ d'Optimo, sans oublier Franz Ferdinand et Mogwai que j'ai précédemment cités, et il y en a plein d'autres. Je me référerai essentiellement ici, on teste en effet si ça grince toujours ou pas, apparemment ça grince toujours vraiment beaucoup, et ça claque. Voilà. Donc je me référerai ici essentiellement au label Chemical Underground, dont j'ai déjà parlé, et à deux groupes choisis pour l'identité explicitement glaswegienne qu'on leur assigne et les liens particulièrement forts qu'ils entretiennent avec leur public. The Pastels, formé en 81, qui constitue un des exemples les plus riches de la culture fanzine des années 80,
Et son leader, Stephen McRobbie, alias Stephen Passo, porte les couleurs musicales de Glasgow non seulement en tant qu'artiste, mais aussi par un ancrage physique dans la ville, puisqu'il est copropriétaire de l'incontournable magasin de disques Monorail. Autre groupe, Bell & Sebastian, formé au milieu des années 90, au moment même des premiers pas de l'Internet. Le groupe, dont l'attachement à Glasgow transparaît dans la moindre interview, a toujours axé sa présence en ligne sur les échanges avec son public, qui s'est lui-même très tôt constitué en communauté virtuelle de fans particulièrement soudés. Alors la notion de scène fait évidemment partie de ces expressions qui portent facilement à débat, mais pour moi, le terme est irremplaçable et parce qu'il est bien celui qui décrit avec la plus grande justesse l'ancrage territorial des cultures musicales, pour reprendre le mot de Jérôme Guibert. Et c'est d'ailleurs bien à la définition de Guibert de la notion de scène que je reviendrai à plusieurs reprises, parce qu'elle me semble exposer particulièrement bien l'articulation des trois choses qui m'intéressent ici: ancrage territorial, médias numériques et fans. L'étude d'une scène permet, selon Guibert, d'observer la manière dont une dynamique musicale se développe ou se vit localement, mais aussi d'éclairer ses relations avec le translocal ou le global. Je souhaite explorer ici la façon dont cette dynamique musicale locale qui marque la scène de Glasgow se vit aussi à distance. Pour ce faire, il me semble judicieux de convoquer également la notion de géomusicalité utilisée par Elsa Grassi, qui envisage le lieu musical, lieu dont la musique est constitutive, comme une fiction performative. Pour elle, il s'agit de mettre au jour l'existence d'un imaginaire géomusical nourri de l'interpénétration du musical et du géographique. À l'heure de l'Internet, il semblerait que le lieu musical fasse saillir plus encore ce que Bennett décrit comme le positionnement clé de la musique à l'articulation du local et du global dans le contexte médiatique. On peut être ainsi raisonnablement tenté de recourir à la notion de glocalisme. J'emploierai peu le terme, mais j'envisagerai bien comme Grassi la façon dont la culture locale, loin de disparaître, noyée dans le creuset culturel international, devient l'une des cartes de visite les plus efficaces du lieu. En essayant de ne pas tomber dans le piège de la nouveauté vers lequel tire si facilement l'étude des nouveaux médias, j'essaierai de voir ce que les sentiments de proximité et d'accessibilité, souvent attachés aux pratiques numériques, impliquent dans la perception de l'identité géographique d'un artiste et de la scène musicale comme espace communautaire ou petit monde, comme interface entre local et global. Alors les perspectives que je présente ici constituent les premières observations d'une recherche qui tâtonne encore et qui s'appuie d'une part sur une étude des réseaux sociaux d'artistes de Glasgow et de leurs fans, essentiellement Twitter et Facebook, et d'autre part sur des entretiens réalisés avec musiciens et auditeurs, et aussi sur des questionnaires diffusés en ligne et des correspondances électroniques plus nourries avec certains. Pour Bennett, l'une des conséquences de ce forum global de discussion entre musiciens et public qu'a permis l'avènement des technologies de l'Internet est l'apparition d'une synergie créative entre les artistes, leur musique et leur lieu d'origine. Le cas de Bell & Sebastian est un exemple particulièrement parlant de cette synergie et de l'effet que la mise en avant par les artistes de leur ville peut produire chez les auditeurs. Une fan raconte ainsi: I took my first holiday to the UK when I was 22, but it was when we got to Glasgow that I felt I'd found my place. I dragged my friend to a lot of the places noted in Bell & Sebastian songs and Stuart's online diary. Stuart est le chanteur de Bell & Sebastian. Rien de surprenant donc à ce que les fans de Bell & Sebastian s'en soient de longue date remis aux membres du groupe pour obtenir des conseils de visite, et que cet attachement à Glasgow ait fini par trouver sa juste place commerciale dans les produits dérivés proposés par la boutique en ligne, comme ce jeu de cartes postales A Toast to Glasgow. À l'été 2014, à l'occasion des Jeux du Commonwealth qui se tenaient à Glasgow et dont Bell & Sebastian assurait le concert d'ouverture, c'est le compte Twitter du groupe qui a pris l'allure d'un office de tourisme local, orientant ses abonnés vers le site Visit Scotland, les informant des prévisions météorologiques et de l'emplacement des zones Wi-Fi dans la ville. Pour autant, l'attachement systématique d'un artiste à sa ville ou sa région d'origine est une donnée antérieure à l'avènement de l'Internet. Mais il est vrai que l'injonction de localisation, manuelle ou satellite,
que manifeste désormais la quasi-totalité des plateformes en ligne renforce nettement cette synergie entre musiciens et lieux d'origine. Mais c'est en réalité une synergie entre localisation et identité numérique qui s'opère même, puisque le lieu constitue actuellement une donnée élémentaire de la présence en ligne de chacun. Aux yeux d'un internaute fan de Belle & Sebastian, la synergie entre groupe et ville se lit bien dans leur identité en ligne si on observe par exemple leur nom d'utilisateur sur Twitter, Bells Glasgow. C'est encore ce qui se retrouve de manière visuelle et spatiale dans le choix du menu de navigation qui ornait pendant plusieurs années le site internet du groupe, à droite, copie conforme du graphisme distinctif du plan de ligne du métro de Glasgow, qui est lui-même une icône de Glasgow. Évidemment, c'est mon exemple préféré. Mais l'ancrage géographique d'un artiste n'est pas toujours donné si univoque. Face à l'injonction de localisation des plateformes numériques, certains vont prendre des libertés en formulant leur propre vision d'un attachement géographique, véritable géographie affective qui expose un lieu choisi, vécu, personnel, dont l'ancrage dans une réalité physique peut rester incertain. Par exemple, le leader de Mogwai, qui a une localisation explicitement politique, ou, autre exemple peut-être plus intéressant encore pour moi, un groupe The Phantom Band qui fournit des coordonnées GPS renvoyant directement à une adresse très précise du West End de Glasgow. En miroir, certains fans vont définir l'ancrage territorial de leur propre identité en ligne par le biais d'attachements clairement géomusicaux, comme dans le cas de cette internaute japonaise dont la photo de profil l'a fait figurer aux côtés de Norman Blake de Teenage Fan Club, assortie de la mention « Wales and Scotland are my second hometown ». Plusieurs musiciens que j'ai interrogés évoquent également ce sentiment d'appartenance transnationale et ils insistent aussi sur l'importance d'une indifférenciation évidente entre musiciens et non-musiciens, artistes et publics. L'éthique communautaire et l'esprit collaboratif sont des caractéristiques clés dans la perception de la scène de Glasgow et elles définissent également l'espace d'échange qui reflète cette scène en ligne. Un fan norvégien considère Glasgow comme une ville très généreuse, very creative and supportive, both in terms of musicians backing up each other and also because the audience are openly welcomed into the community of music and art. Pour un fan français, les groupes écossais sont super incestueux entre eux. À Glasgow, le label Chemical Underground offre une illustration parfaite de cet esprit collaboratif et de l'importance d'une scène locale. Et l'exemple du hashtag Moron, par lequel j'ai commencé, en témoigne de manière assez claire. L'éthique communautaire semble même l'emporter sur certaines considérations artistiques, si l'on en croit par exemple Stephen McRobbie des Pastels. Il se plaint, lorsque je l'ai interrogé, de la laideur de Facebook et des contraintes de son uniformité graphique, mais il insiste sur la nécessité de rester connecté à ses fans qui sont désormais tous sur cette plateforme. Ayant toujours fonctionné au sein d'une relation de proximité entre artistes et public, notamment par le biais des fanzines, il n'aurait pas été honnête pour lui de mettre fin à cet échange. La visite du magasin de disques de Stephen Pastel, si possible en sa présence, fait figure dans la géographie musicale de Glasgow de passage obligé. I made a point to go to Monorail and buy a Pastel's album, from Stephen himself. Pourtant, une telle visite quasi rituelle consiste en fin de compte à voir le disquaire au travail, dans sa routine professionnelle, collant des étiquettes et répertoriant son stock. Pour un fan de la scène indépendante de Glasgow, y séjourner ne serait-ce que quelques jours, c'est l'assurance d'un accès lui-même banal au quotidien le plus ordinaire des stars. I saw lots of, in my mind, indie pop stars out and about on their normal routines, the sight of which would become a normal routine to me every time I would subsequently visit Glasgow. Cet accès à la routine, musicale et non musicale, des artistes est aussi très précisément ce qu'offrent les plateformes en ligne. Et lorsqu'il s'agit de capturer le quotidien des artistes dans leur ville, en milieu naturel, la notion même de routine devient éminemment spatiale. On pourra savoir ainsi quelle ligne de bus ramène les musiciens chez eux. Évidemment, prendre la ligne de bus soi-même après, une fois qu'on sera sur place. Ce qui confirme le caractère routinier des plateformes de réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter, c'est le principe de répétition de l'information, de réitération, par le biais des notifications multiples, du partage, du retweet, du like, de la citation ou du mème.
Pour Guibert, c'est également par un principe de réitération de noms d'artistes liés à des événements locaux, et j'ajouterai de noms de lieux, qu'une scène gagne en visibilité et se renforce. Ici encore, rien de neuf dans les nouveaux médias, puisque ce principe était déjà bien à l'œuvre dans cette source d'information et de fétichisation inestimable que constituaient à l'ère pré-Internet les notes de pochette, dessinant d'album en album un réseau de personnes et de lieux. La visualisation de cette communauté se fait donc depuis longtemps déjà par la figuration en deux dimensions du réseau collaboratif. Ici, par exemple, le Glasgow dessiné par Katrina Mitchell des Pastels, paru dans un fanzine japonais. Avec les technologies numériques vient l'engouement pour la visualisation des données et le réseau paraît bien s'étendre au-delà de toute frontière géographique. Sur Internet, le principe discursif de la réitération s'accorde particulièrement bien avec l'injonction de localisation dont je parlais plus tôt. C'est ce qu'on comprend à travers l'intérêt, par exemple, que porte un fan français à l'utilisation de la géolocalisation sur Instagram. Il me dit, si tu cliques sur le lieu, tu as toutes les photos qui ont été prises là, donc c'est ça aussi qui est social, par la géolocalisation. L'un des effets du principe de réitération, hors ligne ou en ligne, dans la représentation du lieu musical envisagé comme scène locale, concerne aussi la perception des distances spatiales. C'est vrai qu'à Glasgow, il y a ces salles qui donnent une espèce de géographie imaginaire de la ville, voilà, avec le studio Chem 19. Moi, je m'imaginais, je voyais ça dans 4 rues. En fait, pas du tout. Je m'imaginais que c'était très pratique. Je ne pensais pas qu'il fallait marcher des kilomètres. On voit donc que le lieu n'est pas moins une donnée subjective à l'heure de l'hyper-accessibilité de Wikipédia et du street viewing. Dans le vécu de ses participants, une scène est très souvent un petit monde. C'est aussi ce qui garantit le sentiment de communauté qui s'y construit et qui permet d'établir un parallèle entre les espaces qu'elle occupe, hors et en ligne. La description qu'offre Nancy Bain des fans de la scène suédoise indépendante le résume bien, et je voudrais citer, le lire avec vous. The Swedish indie fan community is distributed throughout many places on the internet and off. Its online form dwells in neither the site-based communities of interest that earlier incarnations of online music fandom entailed, nor in the individualized social networking spaces that have purportedly replaced them. Instead, it is in all of these places and others, spreading itself through a network of sites. Few, if any, fans frequent them all. In this regard, this new form of online community may have more in common with geographically place-based communities than previous online communities of interest. Few people visit every place in a town. Pour sa communauté de fans éparpillés aux 4 coins du globe, le groupe Belle & Sebastian offre sur son site internet l'opportunité de se situer géographiquement dans ce qui se présente alors véritablement comme un petit monde. Un planisphère, Google Maps, rebaptisé Fans Map. Avec ce procédé, le site du groupe semble donc bien offrir un espace en ligne qui vient réconcilier les pôles du local et du global, nourrissant à la fois le sentiment de proximité avec une communauté transnationale, tout en promouvant l'attachement individuel local de chaque fan. Cet attachement s'exprime aussi très souvent en ligne, de manière quasi rituelle, dans ce sempiternel commentaire adressé à l'artiste en réponse à toute publication « Come to Brazil, come to France, come to Minneapolis ». Commentaire qui signale à la fois l'ancrage territorial du fan et la distance géographique qui le sépare de l'artiste. Et c'est la tournée qui va réduire cette distance. Rien ne vaut l'expérience directe de la scène locale qu'on affectionne, mais dans cette relation à distance qu'entretiennent les fans avec l'ancrage physique de cette scène, Internet permet, selon les termes d'un fan britannique, de garder la foi entre les visites ou les rencontres. Il reste 0 minute, d'accord. Bah, j'ai une phrase. Je peux. Donc, ce qui maintient cette relation à distance, c'est aussi l'ouverture de Glasgow à l'international. Et donc, la Fans Map de Belle & Sebastian fonctionne bien comme interface entre local et global, comme une véritable page d'accueil, selon un principe d'hospitalité en ligne, d'accueil, homepage, pour la communauté de fans. Et je vais revenir à la Fans Map pour finir, et je vous remercie.